Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau, je suis ravi de vous retrouver sur Goodberry Podcast. Avant de laisser place à mon invité de la semaine, je voulais évoquer avec vous quelque chose d'important. Vous le savez, Goodberry a été lancé fin février sur un mode de téléchargement totalement gratuit du podcast, ce que je veux bien sûr continuer à faire pour que chacun d'entre nous puisse tirer parti de ces expériences humaines enrichissantes. Cependant, pour pouvoir amortir le matériel acheté, payer la diffusion des podcasts et surtout communiquer sur le projet, j'ai besoin de vous. Je lance donc une campagne de financement participatif dont le fonctionnement est très simple. Un site a été créé sur une plateforme Ulule, U-L-U-L-E, au nom de Goodberry Podcast, pour que vous puissiez supporter et financer le projet à partir de 10 ou 25 euros ou plus pour les plus enthousiastes. Cette opération est lancée à partir d'aujourd'hui et durera tout le mois de juin avec un objectif de collecte de 600 euros. Si toutefois cet objectif de 600 euros n'est pas atteint, le financement participatif est annulé et tous les donateurs seront remboursés. Vous trouverez les liens utiles sur la page Facebook, Instagram et LinkedIn de Goodberry. Je suis confiant sur ce projet pour financer Goodberry Podcast. Notre territoire le mérite. Goodberry, c'est chaque semaine une conversation inspirante avec une personne résidant en Berry pour évoquer son parcours personnel et professionnel, ses réussites ou ses moments plus difficiles, mais toujours en essayant de retenir un conseil, un enseignement ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Sylvie Etiève au micro de Goodberry Podcast. Sylvie se passionne jeune pour la psychologie, ce qui l'amènera à pousser les portes de la faculté de psychologie. Puis, elle oriente sa carrière naturellement vers l'éducation nationale, où elle met en pratique son goût pour la transmission et l'écoute. Après ces années d'expérience, Sylvie souhaite se détacher d'une structure où elle se sent de plus en plus serrée et décide de franchir un cap personnel en devenant thérapeute familiale. Sa vocation sera d'aider les familles où les relations parents-enfants, des relations de couple sont distendues ou difficiles. On a parlé d'empathie, de l'adoption, de l'écriture, de Pachelbel, de sylvothérapie, cette thérapie au milieu des arbres, de lecture, bref, on est un peu parti partout, le tout avec beaucoup d'anecdotes et de paraboles, de sagesse toujours très imagée. Allez, je vous embarque à la rencontre de Sylvie Etiève, une thérapeute qui aime rire, Goodberry, c'est parti. Bonjour Sylvie. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Moi je suis très honorée. Sylvie, on se connaît seulement depuis une semaine. Une semaine, oui. Merci pour avoir accepté si rapidement l'invitation. J'ai pas eu le temps de réfléchir comme ça. C'est bien. Alors, tu t'en doutes, j'ai été farfouiller un peu sur le net. Je m'en doute. Sur le site, tu évoques la sylvothérapie. Oui. Donc, c'est pas la thérapie de Sylvie. Non, pas du tout. C'est la thérapie par les plantes, les forêts, les arbres. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ? Avec grand plaisir. Donc effectivement, je m'appelle Sylvie et bien souvent les gens me disent « Ah, mais c'est quelque chose qui vient de ton prénom ». Alors, pas vraiment. Je m'appelle Sylvie parce que voilà, quand je suis née, mes parents habitaient dans la forêt de la Leuf et ils savaient que Sylvae, ça voulait dire la forêt. Donc moi, je me suis intéressée à cette pratique parce que j'aime beaucoup les arbres. Et la sylvothérapie, en fait, c'est le bien-être par les plantes et notamment par les arbres. C'est une technique qui nous vient du Japon. Où un médecin s'est aperçu que les gens, quand ils étaient dans la nature ou même dans un parc ou sous des arbres, avaient en fait beaucoup de caractères physiques qui s'amélioraient, la pression artérielle qui baissait, la tension aussi. Donc ça faisait beaucoup de bien. Alors, c'est pas non plus un grand scoop, hein. On sait bien que quand on est dans la nature, ça détend. Mais c'était vérifié un petit peu plus scientifiquement. Donc, la sylvothérapie, on pourrait comparer ça à la balnéothérapie, par exemple. Ça fait du bien de prendre des bains de mer. Eh bien, là, c'est un peu un bain de forêt. Tout le monde est déjà rentré dans une forêt. Mais là, la démarche est un petit peu inverse. C'est qu'il faut, pendant la séance que je propose ou que proposent les sylvothérapeutes, il faut en fait laisser la forêt rentrer en soi. C'est un rapport avec les arbres, une reconnexion à ces 5 sens qui, en ce moment, fait beaucoup de bien. Et concrètement ? Alors concrètement, je propose des sorties un dimanche matin. Là, je reprends donc parce que je ne le faisais pas dans la période de la crise sanitaire. Donc, on va en forêt avec un petit groupe. J'explique quelques techniques, quelques recommandations aussi de prudence
comment on fait pour s'adresser à un arbre, mais on n'est pas obligé de vivre ça. Il y a des gens parfois qui viennent et qui profitent juste de la balade, mais ça demande quand même un certain état d'esprit. Il faut vraiment se déconnecter un peu de sa vie pour pouvoir se reconnecter à la nature et à soi. Et c'est pas rare dans un groupe qu'il y a des fortes crises d'émotions, des choses comme ça, parce que justement on relâche un petit peu. On ressent des choses qu'on ne ressent pas forcément dans la vie à 100 à l'heure. Voilà, donc j'ai un parcours dans une forêt sur la commune de Saint-Maur et il y a différentes étapes avec des petits exercices autour de la respiration, de l'imagination, de la relaxation aussi, puis des échanges. Petit moment dans une clairière où on boit un petit thé et voilà, il y a des moments, soit on est un peu en introspection, on se promène et on est un peu avec soi-même, soit on est un petit peu avec les autres et avec le monde qui nous entoure. D'accord. Il faut une préparation spéciale ? Pas du tout, pas du tout. Il faut juste avoir envie de venir parce que parfois il y a des mamans qui me disent est-ce que je peux venir avec mon ado ? Oui. Il faut juste qu'il accepte, il n'est pas du tout obligé de participer, mais qu'il accepte le calme de la forêt. Voilà, après, tout le monde peut venir. Les seules recommandations, c'est d'être très très bien chaussé, avoir les membres couverts à cause des tiques qui se baladent en forêt. Mais bon, c'est quand même assez rare d'en attraper. Voilà, c'est plus une préparation mentale, je dirais, parce que ça n'a rien d'extraordinaire. C'est quelque chose de très simple que je propose. Et l'idée, c'est de donner 2-3 outils aux personnes qui viennent, puis après, elles peuvent recommencer toutes seules. Parce qu'on peut faire ça aussi dans son jardin, parce qu'on sait que les arbres, en fait, dégagent ce qu'on appelle des phytoncides. C'est un peu comme des huiles essentielles qui nous font du bien. Et suivant l'arbre qui va dégager ces phytoncides, on ne va pas avoir la même énergie. Par exemple, si on est dans une forêt de chênes, ça va plutôt nous apporter de la sérénité, de la force, etc. Et si on est dans une forêt de sapins, c'est des énergies plutôt dynamiques. Par exemple, on déconseille d'emmener une classe dans une forêt de sapins parce que ça va plutôt énerver les enfants. D'accord. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui surprend les gens ? C'est le silence, les odeurs, le bruit ? Ce qui surprend les gens souvent, c'est le fait de prendre du temps pour eux. Et que dans une séance qui dure 2 petites heures, il y a des moments où ils se retrouvent tout seuls au milieu de la forêt, mais en même temps, ils sont rassurés parce qu'ils ne sont pas vraiment tout seuls, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai déjà emmené des gens qui me disaient qu'ils n'avaient pas mis les pieds dans une forêt depuis plus de 10 ans, 15 ans. On a un peu tendance à s'éloigner de la nature. En vivant en ville ? Ah oui. Ouais. Ah bah oui. Je me souviens d'un monsieur qui était venu en thérapie, là, à la petite maison au Cèdre où on est. C'était un monsieur assez âgé, il est sorti de la maison et il s'est adossé sur le cèdre qui est devant la porte. C'était un ancien agriculteur et il m'a dit vous savez, les gens ont perdu ça. Ils s'adossent comme ça sur le cèdre. Les gens ne savent plus faire ça, s'adosser à un arbre et prendre le temps de respirer. Et je lui dis, oui, c'est vrai, aujourd'hui, on en fait un peu des thérapies, voilà, la sylvothérapie, mais les gens faisaient ça presque plus naturellement avant d'aller dans la nature, juste se relaxer. On a besoin un peu de cadre maintenant pour faire ça. Pas tout le monde, hein. On a un petit peu tendance à s'éloigner de la nature. Ouais. On sait que les arbres communiquent entre eux. Est-ce que tu penses que les arbres peuvent communiquer à l'homme ? Le fait que l'arbre apaise, c'est sûr que c'est une forme de communication. Je me souviens d'une dame qui racontait qu'elle allait dans un champ où il y avait 3 chênes quand elle était un peu fatiguée. Et elle disait, quand je vais sous ces 3 chênes, me reposer un peu, et qu'après je vais au boulot, mes collègues me disent, mais qu'est-ce que tu as fumé ? Forcément, là, encore une fois, les arbres lui donnaient beaucoup d'énergie, c'est une énergie assez vive, d'excitation, etc., au point que ça lui faisait transformer son humeur, quoi. Donc c'est sûr que les arbres nous renvoient des choses. Et puis aujourd'hui, c'est vérifié, les arbres communiquent entre eux. Il y a un animal qui vient manger des feuilles sur un arbre, il va émettre des molécules qui vont faire que les suivants vont être au courant. Puis ça passe aussi par les racines. Les arbres vont se prémunir en fait en émettant d'autres molécules pour pas que le chevreuil ait envie de venir brouter les arbres, quoi. C'est intéressant. C'est passionnant. Sylvie, est-ce qu'il y a des prochaines dates sur la sylvothérapie ? Alors j'organise une sylvothérapie le dimanche 27 juin. Donc c'est très simple, il faut être à 10h15 derrière le magasin But, et après on va dans la forêt qui n'est pas très loin, où j'organise cette sylvothérapie.
C'est 5 € par personne. Voilà, il faut juste s'inscrire et m'appeler ou m'envoyer un message sur ma page ou sur mon téléphone. D'accord. Et d'ailleurs, où on peut te trouver ? Alors, j'ai un site internet. Si vous tapez Sylvie-thérapeute, vous devez me trouver. J'ai une page Facebook. Voilà, mais vous aurez le plus de renseignements, c'est sur mon site internet, comme il y a des articles, des choses comme ça, tout ce que je fais, voilà. Donc Sylvie, toi, tu es thérapeute. Je suis thérapeute familiale conjugale. Quand tu étais petite, j'imagine que tu voulais pas être thérapeute. Tu voulais faire quoi ? Mon père m'a toujours dit, quand t'es née, t'as crié que tu voulais être maîtresse d'école. Donc j'ai été maîtresse d'école, voilà. J'avais vraiment je pense qu'on peut appeler cette vocation. J'avais très très envie d'enseigner. Donc voilà, j'ai fait le parcours peu classique, mais comme tout le monde, avec des hauts et des bas. Voilà, j'ai passé mon bac, j'ai fait une fac de psycho parce que ça me paraissait très important de connaître la psychologie pour enseigner. Mmh. Entre-temps, j'ai travaillé dans un IME avec des enfants handicapés et puis j'ai passé le concours de l'école normale à l'époque, ça a beaucoup changé. Mmh. Et là, on est boulevard de l'école normale, hein, rien se fait par hasard. Et voilà, je suis devenue enseignante. J'ai enseigné pendant de nombreuses années. Quelle classe ? J'ai fait beaucoup de maternelle, j'ai fait des classes uniques à la campagne, des CM2. Et puis, à la fin, j'étais plutôt en CP et CE1. Et j'avais passé une formation pour être maître formatrice. Donc, je formais parallèlement de la pratique de la classe. J'avais une pratique qu'on appelle l'INESP maintenant avec les jeunes étudiants. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment un métier qui m'a passionnée. Combien de temps ? J'ai fait au moins 25 ans, mais étant donné que j'ai eu pas mal d'enfants, j'ai eu des petits trous de congé de maternité ou d'adoption. À 50 ans, voilà, peut-être la crise de milieu de vie, j'en sais rien. Enfin, ça n'a pas du tout été violent, mais j'ai eu envie de retourner à mes premiers amours, que sont la psychologie et l'étude du comportement humain. Et en fait, je voyais aussi sur le terrain qu'il y avait beaucoup de familles, de plus en plus, qui avaient besoin d'aide et des circuits un petit peu verrouillés, pas assez de place. Donc, j'ai repris une formation en parallèle. Mmh. Et voilà, j'ai dit, si j'arrive à obtenir mon certificat de thérapeute familiale conjugale, j'arrête de travailler dans l'éducation nationale et j'essaie de créer ma petite entreprise de thérapie, thérapeute conseil. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et donc, depuis 4 ans, je suis installée là. On a trouvé cette petite maison à l'entrée de Châteauroux qui a beaucoup de sens et d'âme pour nous. Donc, on l'a rénovée avec mon mari, ma famille, les amis et les entrepreneurs. Et voilà, depuis 4 ans, je suis là. Je fais un peu de sylvothérapie, mais c'est pas l'essentiel de mon activité. L'essentiel de mon activité, c'est d'accompagner les personnes ici. Et de tout ton parcours dans l'éducation nationale, est-ce qu'il y a des enseignements que tu as tirés qui te servent aujourd'hui ? Je crois que le plus grand enseignement, c'est la relation à l'autre. C'est-à-dire que vous avez, quand vous discutez avec des gens qui ont des profs, ils vous disent oh bah, ce prof-là, je ne peux pas l'encadrer, ou ce prof-là, il est super. Et je crois que en fait, c'est pas tant la connaissance qui compte que la façon d'enseigner. Et il me semble que pour une même connaissance, avec 2 professeurs différents, forcément, il va y avoir un professeur avec qui ça va plus nous marquer, on va mieux s'en souvenir qu'avec un autre. Moi, je crois que j'avais vraiment ce souci de la relation à l'élève, enfin comme tous les enseignants, mais encore plus, en fait, je me disais, pour moi, un élève, ce qui est important, c'est qu'il ait envie de venir à l'école, qu'il soit content de venir en classe. Et je ne sais pas si vous en connaissez autour de vous, mais moi, j'en renvoie maintenant en séance des enfants qui ont la trouille au ventre pour aller à l'école. Ce n'est pas de la faute des maîtresses, c'est un ensemble de choses. Et ça, c'est vraiment, je crois, ce que je tirerai dans l'enseignement. Que les enfants aient envie d'apprendre. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du buffet d'Idriss Aderkan et moi, ça c'est un enseignement très important. Il raconte cette histoire, Idriss Aderkan. Il dit, imaginez que vous soyez à l'hôtel, vous descendez de votre chambre et on vous dit, il y a un grand buffet pour le petit-déj et vous pouvez manger tout ce qui vous fait envie. Voilà. Donc, vous êtes content, vous mangez plein de trucs, vous picorez, vous vous régalez. Et il dit, imaginez maintenant que vous descendiez de votre chambre et qu'on vous dise...
Maintenant, tu vas manger tout ce que je vais te demander de manger avec un fusil sur la tempe. Là, vous n'avez plus envie de manger. Et après, il dit, en fait, l'éducation nationale, c'est ça, c'est qu'on oblige les enfants à manger, à ingurgiter des choses alors qu'ils sont trop contraints, ils n'en ont pas envie. Et je trouve cette image assez instructive. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec les neurosciences et tout ça, on voit que ça évolue beaucoup. Et c'est normal et il est temps. C'est vrai que l'éducation nationale, c'est un beau système, mais ça devient aussi très administratif. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai quitté un peu le bateau. Il y avait beaucoup de temps où on évaluait, beaucoup de temps où on devait remonter, beaucoup de temps on faisait des dossiers par rapport au début de carrière. Enfin, moi, je me souviens, au début de carrière, j'avais une classe de 10 élèves, on est parti 3-4 jours en roulotte. Aujourd'hui, ça serait plus possible, quoi. C'est ce côté administratif qui a le plus changé entre ton début de carrière et ta fin de carrière ? Le côté administratif, et puis tout a évolué aussi. Il y a des enfants qui vont quand même pas très bien. Moi, on en a tous dans les classes. Et c'est sûr que c'est fatigant parfois d'avoir... j'ai des amis qui sont encore enseignantes et j'en ai une là très proche qui me disait, voilà, j'ai 25 élèves, c'est du gâteau le jour où lui n'est pas là. Donc, il y a un côté où des enfants vont très très mal. Il y a des parents qui sont un peu perdus, voilà. Et ces enfants-là, en fait, la prise en charge est un peu lente, où ils vivent des choses très très violentes. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des moments un peu fatigants. Mais c'est quand même un très beau métier. Je l'ai quitté, mais c'est pas parce que j'en étais dégoûtée ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que j'avais envie de tenter autre chose, quoi. Toi qui vois beaucoup d'enfants et de familles, oui. Quels sont les principaux problèmes des familles ou des enfants et qu'est-ce qui les amène à venir te voir ? Le principal problème, moi, je crois que c'est la pression que les gens se mettent. On est dans une société, il me semble, où on nous renvoie, où il faut que tout soit beau, réussi. Si vous tapez le mot famille dans un moteur de recherche et que vous regardez à image, il n'y a que des gens jeunes qui vont bien, qui sourient, qui sont heureux. Il n'y a jamais de famille qui se pose des questions. En tout cas, les premières images sont... Et donc, on nous renvoie ça. On nous renvoie aussi le fait qu'il faille avoir beaucoup, beaucoup. Il faut plus avoir que être. Ça aussi, c'est un souci. Donc, voilà, il y a un problème de pression et il y a un problème aussi de qualité de relation. La relation humaine, par exemple, dans les couples, se distend parce que la communication n'est pas de temps en temps revue et corrigée, je dirais. Il peut y avoir certaines habitudes, etc., qui font que la relation humaine se distend, en fait. Et c'est un petit peu pour ça que les gens viennent ici. Comme on a cette pression où il faut que tout soit bien, on en fait trop. Et parfois, il y a des gens qui viennent ici juste pour prendre le temps d'échanger entre eux. Donc, et je vois des choses magiques. C'est super chouette. Voilà. Et puis après, bien sûr, il y a tous les problèmes qui en découlent. Le stress, bien évidemment. Il y a des enfants à 3-4 ans qui sont stressés. Donc, les parents viennent parce que les enfants ne dorment pas ou veulent absolument dormir avec les parents. Un des fléaux, je crois que je peux dire, c'est tout ce qui est numérique, médias, télévision. Je vois un nombre de parents qui prennent conscience, en fait, ici en séance, que leurs enfants, alors que c'est interdit au moins 12 ans, par exemple, et leur enfant à 8-9 ans, il fait des jeux vidéo qui ne lui sont pas réservés. Et après, ils disent, bah ouais, mais il fait des cauchemars, etc. Donc, en fait, c'est vrai que les jeux vidéo, la télé, etc., c'est une bonne nounou. C'est vrai que ça les occupe bien, mais ça a un impact, en fait, sur l'inconscient qui fait que, il n'y a pas très longtemps, là, il y a une maman qui disait à sa petite fille, après l'entretien que j'avais eu avec la petite, ah ouais, tu rêves de zombies, mais pourtant tu sais que ça n'existe pas, les zombies. Bah ouais, mais ça n'existe pas, mais comme le cerveau d'un enfant, c'est pas le cerveau d'un adulte, ça a un impact sur leur cerveau, et voilà, ils pleurent la nuit, ils sont hyper stressés. Donc voilà, notre société c'est bien si on arrive à filtrer un peu ce qui rentre dans nos têtes, dans nos cœurs. C'est très important ce qu'on reçoit à l'intérieur de nous, que ce soit accueilli, anticipé. C'est très très important parce que tout ce qui est en nous, en fait, c'est
comme on dit, c'est un peu sacré. Donc voilà, c'est quand vous voyez pas ce qui vous arrive, vous mettez du temps à vous en remettre. Quelqu'un vous rentre dedans, vous l'avez pas vu venir, ça va vous poursuivre. Alors que si on voit les choses venir, ça va pas être moins dur, mais au moins voilà. Donc si on doit regarder les infos, par exemple avec ses enfants, il faut prévenir avec son enfant, lui dire là on va regarder parce qu'on veut s'informer, mais tu vas peut-être voir des choses qui sont un peu compliquées, mais on en reparlera. Parce que les infos, c'est pas destiné aux enfants. Parce qu'en fait, les enfants, ils font pas la différence. Plus ils sont jeunes, moins ils font la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois regarder les infos et voir un conflit ici ou là, et ça leur fait rien du tout. Et après, regarder un dessin animé où il y a des monstres. Et en fait, c'est les monstres qui vont l'impacter. Ça, c'est important de savoir ça, que le cerveau d'un enfant n'est pas du tout comme un adulte. C'est comme le cerveau d'un ado et d'un parent. Un parent, il a envie que la chambre soit rangée, mais le cerveau de l'ado, il dit que c'est pas utile. Tu parlais de thérapie de couple tout à l'heure. Ouais. C'est quoi ton rôle, toi? Tu es un arbitre, un juge, un pompier qui éteint le feu, une ambulancière? Bon, alors par rapport à tout ça, alors surtout pas un juge, parce que ce qui se passe ici... j'ai pas apporté de jugement sur ce que font, ce que disent les gens, pas du tout. Ouais, on va dire que ce serait peut-être plus l'arbitre qui irait le mieux dans les mots proposés. Encore une fois, on vient ici pour mettre en perspective quelque chose qui va pas bien. Si on vient ici, ou si on va chez un psy, c'est qu'on a envie d'améliorer quelque chose. Donc déjà, quand on a pris le téléphone pour prendre rendez-vous, on a déjà fait, je ne veux pas dire la moitié du chemin, mais ça veut dire, 1, qu'on a pris conscience que ça n'allait pas, et 2, qu'on est prêt à faire en sorte que ça aille mieux. Ça ne veut pas dire qu'on va rester ensemble, ça ne veut pas dire qu'on va divorcer, ça ne veut pas dire qu'on va faire un break, on ne sait pas, mais on va essayer de mettre quelque chose pour que ça aille mieux. Donc quand les personnes viennent en couple, c'est vraiment pour ça, retrouver une perspective. Je leur donne souvent l'image... Imaginez le château de Chambord, et il y en a un qui arrive au château de Chambord à pied, et puis l'autre qui arrive en montgolfière, par exemple. Là. Vous avez tous les deux le château de Chambord sous vos yeux, mais vous n'avez pas le même point de vue. Donc en venant à une séance comme ça, c'est à un moment donné, il y en a un qui monte dans la montgolfière pour voir le château autrement, ou celui qui est dans la montgolfière, il arrive à pied pour voir le château autrement. Parce qu'en fait, dans la vie, Stéphane, tout est question d'interprétation. On peut tous avoir la même réalité, on va tous voir le micro jaune, là, ceux qui vont avoir la chance d'y passer, mais on ne va pas du tout le voir de la même manière. Il y en a qui vont être stressés, d'autres, ça ne va rien leur faire du tout. Donc, tout est question d'interprétation et d'arriver à faire convenir ça à des couples, c'est déjà un grand pas. Quand je sens qu'il y en a un qui fait preuve, ce qu'on appelle d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, parfois, je le dis clairement. Et si vous étiez à votre place, qu'est-ce que vous auriez? Si on inverse les rôles, c'est vous qui restez à la maison, en télétravail, et vous sortez pour travailler... Qu'est-ce que vous penseriez de votre attitude? Vous arrivez, vous vous plaignez parce que le repas n'est pas prêt ou des choses comme ça. Donc le fait d'inverser les situations aussi, ça peut aider certains couples. Dans une thérapie de couple, les gens sont forcément ensemble? Alors, il y a deux possibilités. Soit les gens viennent ensemble, et effectivement c'est une thérapie de couple, soit il y a un problème de couple, mais il y en a un qui n'a pas envie de venir. Donc là, il ne faut pas se priver. Et c'est ce qu'on va appeler... une thérapie pour des problèmes affectifs dans son couple. Donc, c'est pas rare que on va le dire, des femmes, mais pas que, mais des femmes, c'est plus des femmes, en fait, qui viennent, qui disent, voilà, il n'a pas voulu venir, mais moi, j'ai envie d'en parler. Je pense à certaines, en fait, qui, en fait, je leur dis à la fin, bon, voilà, avec ce qu'on a fait, c'est, comme il veut pas venir, il faut que la thérapie aille à lui. Donc, ce que vous avez appris, réfléchi ici, découvert, c'est à vous vous allez un peu devenir la thérapeute là-bas. Et je me souviens d'un couple pour lequel ça a vraiment fonctionné. Parce que j'ai pas toujours les retours en fait des gens et voilà, elle a repris contact avec moi pour sa fille en me disant j'ai réussi. Enfin, elle était venue régulièrement plusieurs fois et elle avait réussi. Elle était en plus trop fière d'elle. Mais en général, le couple vient ensemble. Parce qu'en fait, si quelqu'un vient tout seul, parce que des fois, il y en a qui m'appellent et qui me disent je peux venir tout seul et après, je viendrai à deux. J'ai dit oui, mais parce que si vous venez tout seul, vous allez avoir
une longueur d'avance et surtout, ça c'est pas très grave, mais surtout l'autre protagoniste du couple va dire ah oui mais elle va prendre parti pour lui ou pour elle puisqu'elle le connaît d'avance. Alors quand c'est comme ça, il y a de nouveau deux solutions. Soit je demande à voir l'autre personne du couple tout seul pour vraiment que ce soit équilibré, équitable. Soit je leur dis vous allez voir un autre thérapeute, voilà. Mais en général, à partir du moment que quelqu'un s'est un peu dévoilé, ils préfèrent envoyer quelqu'un, enfin le deuxième du couple, et revenir après à deux. Parce que c'est pas facile de s'exposer quand même. C'est très courageux pour faire une thérapie de couple, il faut être hyper courageux. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de psy. Quelle est la différence entre un thérapeute et un psy ? Alors c'est une question de diplôme, c'est très 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 clair. Pour être psychologue, il faut un master de psychologie que je n'ai pas. J'ai fait une fac de psychologie, mais je suis pas allée jusqu'au master puisqu'après j'ai fait des études pour enseigner. Donc il y a le psychologue, il y a le psychiatre qui lui est un médecin. Alors le mot thérapeute en fait, il est un petit peu fourre-tout, il est un peu dangereux. Parce que, en fait, il suffit, Stéphane, qu'avec un micro noir et rouge, vous marquiez thérapie de la parole sur votre thérapeute de la parole sur votre maison, ça marche. Tout le monde peut se marquer thérapeute, de ce qu'il veut. Bon, moi, je défends un peu l'inverse en disant c'est pas parce que c'est écrit thérapeute que c'est n'importe qui derrière. Ça peut, mais pas forcément. Donc, moi, je garde ce mot. Je pourrais dire psychopraticienne, mais voilà, je garde thérapeute. Voilà, ça me va. Et quelle est d'après toi la qualité principale d'un bon thérapeute ? L'écoute. L'écoute et encore une fois la capacité à mettre en perspective. Est-ce que la personne que je vais voir est capable d'analyser, d'analyser de façon douce, parce qu'un thérapeute, je prends aussi souvent cette image, c'est un petit peu comme un guide en fait. C'est un peu ambitieux de dire ça, mais imaginez que vous alliez faire une balade en haute montagne. Vous n'y connaissez pas en haute montagne, vous venez du Berry, et vous allez prendre un guide de haute montagne. Et ce guide va vous conduire. Il y a un gros coup de brouillard, et là, soit vous faites confiance au guide et vous avancez, soit vous stoppez. Et quand les gens viennent, par exemple, en thérapie de couple, ils sont sur le gros coup de brouillard et ils viennent me voir. Mais s'ils n'ont pas du tout envie d'avancer, moi, j'avancerai pas. Parce qu'en général, la solution, elle est dans les personnes. Donc, je crois qu'un bon thérapeute ou psy ou un bon copain, même avec qui on parle, c'est quelqu'un de façon douce et en fait qui met l'autre avant tout en avant, enfin qui va. C'est pas la personne qui compte. Moi qui je suis, ce que je dis, ce que je fais, c'est sans importance. C'est vraiment ce que l'autre va en faire. Voilà. Est-ce qu'avec avec ce qu'on a dit dans la séance, par exemple, est-ce qu'ils vont pouvoir faire des petits pas ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui viennent, des couples, on va dire, la quarantaine, par exemple. Voilà, ils ont eu les enfants ou ils ont les enfants, etc. Et ça fait des mois et des mois qui n'ont pas pris le temps d'aller faire ne serait-ce que le tour du lac de Belle-Île ensemble ou le tour. Donc si à la séance d'après ils reviennent en disant on s'est pris un temps pour nous deux, je l'ai invité au resto, on a fait une balade. Donc ils ont fait un petit pas, ça veut dire qu'ils ont réussi à distinguer leur couple conjugal de leur couple parental. Voilà, donc s'il y a des progrès, c'est pas moi qui les fais, ce sont les gens. J'imagine que ça dépend du problème, mais ça dure combien de temps une thérapie ? En cabinet, quand les gens viennent, ça dure 1 heure, mais ça dépasse toujours. Mais sinon, moi, je fais ce que j'appelle que des thérapies brèves. C'est-à-dire que si au bout de 3-4 séances, ça ne marche pas, c'est pas la peine de continuer. C'est dans les personnes qui sont là, moi, la première, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et alors, ça ne marche pas, ça ne veut pas dire... je pense à un couple, en fait, qui est venu ici et ça n'allait pas depuis vraiment très très longtemps. Ils sont venus ici en se disant, ils ont la cinquantaine, ils sont venus ici en se disant qu'ils allaient se remettre ensemble. En fait, au fur et à mesure de la thérapie, ils se sont dit que c'était vraiment pas la bonne idée de rester, pas se remettre ensemble, mais essayer de vivre mieux ensemble. Et petit à petit, dans leur cheminement personnel et en faisant des points ici, ils se sont aperçus que c'était pas forcément la bonne idée de rester ensemble. Donc, ils continuent l'accompagnement. Donc pour eux, c'est un petit peu plus long parce que c'est un petit peu plus compliqué.
Mais voilà, ils avancent et ils vont bien, c'est le principal. Hein. Et quand on fait une thérapie, est-ce qu'il y a des exercices à faire à la maison? Alors, oui, il y a des exercices. Donc, par exemple, de faire des petits jeux de comment on se connaît. Des fois même, c'est des cadeaux quand il y a des soirées, tout ça, où on ouvre. J'en ai là, parce que des fois, je les mets en pratique ici. Puis, je dis, vous pouvez retrouver ça chez vous et vous faites des petits exercices pour voir si on connaît bien l'autre, si l'autre nous connaît bien. Voilà, on pioche une question qu'on pose à l'autre. Il y a différents domaines de la vie. Voilà, ça peut être ce type d'exercice. Un autre exercice, alors c'est pas un exercice, c'est plus une attitude, c'est que parfois dans un couple, ça monte assez vite dans les tours. Ça, c'est un conseil, mais qui est tellement basique, mais tellement utile. C'est que si on sent que ça monte, la première chose à faire, c'est de sortir. Si on sent que ce qu'on va dire, ça va faire plus de mal que de bien. On prend souvent l'image, je prends souvent l'image du tube de dentifrice là. Vous savez, c'est plus facile de sortir le dentifrice du tube que de le faire entrer. Donc, si on sent que la parole qui va sortir, ça sera compliqué de revenir en arrière. Le mieux, c'est voilà, de changer d'activité, de sortir, d'aller boire un verre d'eau si on ne peut pas sortir, d'aller dans une autre pièce pour éviter de se faire mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire les choses, mais ça veut dire que c'est quand on est énervé, agacé, en colère, le mieux, c'est de prendre de la distance pour pas faire trop mal à l'autre. Mais il faudra y revenir, forcément. Voilà, c'est ce type de jeu ou de conseils que je peux donner. Mais puis voilà, prenez du temps pour vous deux. Ça, c'est un exercice essentiel. Tu te souviens de ta première thérapie? La toute première? La première, c'est une autre dame, pas très âgée. Et je me souviens, à la fin, je lui ai dit, vous savez, c'est ma première thérapie. Elle m'a dit... c'est bien parti. Donc, j'étais trop contente. Et dans les premières aussi, si je peux élargir la question, je crois qu'il y a une thérapie qui m'a vraiment, vraiment boostée. Parce que moi, j'ai aucune baguette magique, mais des fois, il y a des événements qui font que waouh. Et en fait, c'est une dame qui est venue, qui avait vécu des traumatismes intrafamiliaux. Notamment, elle s'était, on va dire, bagarrée avec quelqu'un de sa famille et elle avait voulu donner un coup en levant le bras, comme ça. Fait la séance, bref. Et au moment où elle va régler, elle me dit, il faut que je vous dise quelque chose. Et elle me dit ça. Elle me dit, voilà, je me suis battue avec ma soeur, mon frère, peu importe. Et j'ai levé le bras. Et depuis, je n'arrive plus à lever le bras au-dessus de ma tête, ne serait-ce que pour prendre ma douche. Donc, du coup, on reprend un petit moment, on discute de tout ça. Et 8 jours après, elle m'appelle, elle me dit, vous savez ce qui m'est arrivé? J'arrive à reprendre ma douche comme avant. Je ne suis pas allée vérifier dans sa douche, mais en début, ça m'a vraiment boostée. Je me suis dit, ça a conforté ce que je venais d'apprendre, c'est que la parole libère. La parole libère, elle libère l'esprit, elle libère le corps. Et je trouvais que ça venait vite, mais j'ai trouvé ça... vraiment énergisant pour la suite. Et est-ce que ta vie privée de mère de famille te sert dans ce métier de thérapeute? Forcément, parce que comme j'ai une vie de famille un peu atypique, avec 3 enfants biologiques, 3 enfants adoptifs, par exemple, quand je vois des parents d'enfants adoptifs, je sais de quoi on parle. Enfin, je sais, au moins pour mon expérience, pas pour toutes. Et puis, oui, c'est parfois, d'ailleurs, c'est ce que je disais avant de commencer l'émission, c'est parfois compliqué quand on est thérapeute familial, mais c'est compliqué dans les deux côtés. Par exemple, j'ai une de mes filles, elle me dit, oh, j'ai de la chance, moi j'ai une mère thérapeute, je peux lui dire tout ce que je veux, etc. Et je lui dis, ouais, mais c'est pas parce que je suis thérapeute qu'il faut faire ça, parce que moi je suis ta mère avant tout, je suis pas ta psy, parce qu'on dit pas les mêmes choses à un psy qu'à sa mère, mais voilà, c'était pour rire. Donc ça c'est sûr. Je vois bien que depuis que j'ai cette fonction, il y a des personnes que je vois dans la famille ou dans des amis avec qui je discute, où moi, je dois faire attention à bien rester en tant qu'amie et non pas reprendre ma casquette de thérapeute, parce que c'est des milieux, des sphères qui sont très, très proches. Ça, c'est un petit peu une difficulté. Et puis, dans l'autre sens, oui, mon expérience de vie, par exemple, des gens qui me racontent Voilà, j'ai une de mes filles qui s'est fait harceler au lycée, et quand on parle du harcèlement, ça me parle dans les tripes. Voilà, mais bon, je fais la part des choses et j'en parle pas et je mets de côté. Mais oui, effectivement, on est tous comme ça. On est forcément imprégnés
de ce que l'on vit dans notre sphère privée. Et c'est là le professionnalisme où il ne faut pas que ça vienne encombrer le pro. Cet après-midi, j'ai fait un groupe de parole avec des dames, et voilà, pour une association. Il y a une dame à la fin qui m'a dit, mais c'est dommage, vous n'avez pas parlé de vous. J'ai dit, ouais, mais c'est pas pour moi quand on est là. Voilà. D'accord. Et tu parlais de l'adoption tout à l'heure. Ouais. On dit souvent que c'est une aventure, c'est le cas? Ah oui. Adopter un enfant, c'est une grande et belle aventure, mais faut être très, 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 très patient, très rigoureux. Bon, voilà, nous, nos enfants sont grands, mais effectivement, oui, on a eu trois enfants et on a décidé d'agrandir la famille autrement. Donc, et de donner un foyer à un enfant qu'on n'avait a priori pas. Donc, on a adopté un petit garçon. Donc, on s'est tourné vers le Vietnam parce qu'on avait des enfants biologiques. Donc, en France, les pupilles de l'État ne nous étaient pas réservées et c'est bien normal. Donc, on a, voilà, eu par l'intermédiaire d'amis qui est devenu de la famille de cœur, qui avait des amis au Vietnam. Voilà, on a rencontré un petit garçon. Et ce petit garçon avait un frère et une sœur biologique après. Et voilà, la vie a fait que quelques années après, son frère et sa sœur biologique sont arrivés dans notre famille. Bon, ça serait toute une histoire, mais voilà. Donc, on s'est retrouvés. On est passé de 4 à 6 voilà, et avec des enfants qui venaient d'un pays qui, là aussi, c'est assez utile. Ils avaient 7 et 10 ans. Donc, ils venaient du Vietnam, ils ne parlaient pas la langue. Pour d'autres expériences que je peux faire en parallèle aussi de mon métier, voilà, l'accueil de personnes de d'autres pays, de choses comme ça, c'est très, très instructif. Comment un enfant s'immerge-t-il dans la langue française, la culture française? Enfin, nous, on a des anecdotes super rigolotes. T'as une anecdote? Par exemple, notre fils qui vient du bout du monde. En plus, ils sont arrivés le 23 décembre. Donc, au Vietnam, il faisait 45 degrés. Et cette année-là, en France, il faisait très, très froid. Et là-bas, c'est un short et un t-shirt. Il portait à peine des chaussures. Et quand il est venu, il y avait de la neige. Et alors déjà, il était fasciné par la glace parce qu'il n'avait jamais vu. Donc, il mettait des Playmobil dans des bocaux dehors dans la glace. Et il attendait qu'il gèle la nuit et il observait ça. Et c'était long, en fait, pour lui de s'habiller parce qu'il fallait mettre des sous-vêtements, un pantalon, des chaussettes, des chaussures, ce qu'il n'avait jamais fait. Et un jour, il est parti, il en était aux chaussettes, il s'est retrouvé dehors dans la neige, il avait oublié les chaussures. Voilà, des petites anecdotes comme ça qui nous ont bien amusés. Puis voilà, mais pour eux, ça a été pas si facile que ça d'arriver dans un pays dont on ne connaît pas ni la langue, ni la culture et la nourriture aussi. On a acheté un rice cooker. Enfin voilà, on s'est adapté les uns aux autres. Ouais. Est-ce que tu continues, toi, à apprendre quelque chose en thérapie? Alors, moi, je suis pour la formation continue. En France, on est plutôt pour le diplôme, mais moi, je suis à fond pour la formation continue. Et pas forcément des formations certifiantes ou diplômantes, mais c'est essentiel de toujours se former, s'informer et se former. Donc, moi, je fais des formations régulières, ce qu'on appelle des MOOC, en ligne. Voilà, là, j'en ai fait une sur la fin de vie, parce que j'étais concernée. Personnellement, donc voilà, j'ai fait un MOOC sur la fin de vie. J'ai fait aussi d'autres formations sur le stress, alors que c'est dans mon package de départ, mais c'est important. Voilà, hier j'étais à une journée d'information sur la parenté. Moi, je trouve ça essentiel. Ça peut passer par j'écoute beaucoup de conférences, de choses comme ça. C'est pas forcément comme je disais, des formations diplômantes, mais ça me paraît essentiel, ouais. D'accord. Alors, on ne se connaît pas bien, non. mais je suis sûr que tu es quelqu'un de très bienveillant. Est-ce que tu as quelques défauts? Je suis gourmande. Bon, ça passe. Je crois que je suis un peu trop maman poule. Ça peut être bien, mais je pense que ça peut être un défaut aussi. Le fait d'avoir changé de métier, il me semble que c'est un peu un défaut. Le fait que maintenant je puisse gérer mon temps, entre guillemets, comme je veux, de ne pas avoir forcément d'horaire. Les rendez-vous, c'est moi qui prends les horaires. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais
ça change un peu. Mon mari a un travail avec beaucoup, beaucoup d'heures. Et ça, c'est un défaut, c'est que moi, le temps, c'est devenu très, très précieux. Le temps avec les gens, hein, notamment, enfin, avec la famille, et puis ceux qu'on aime et ceux qu'on aime bien. Et je crois que le fait de bien aimer ce temps fait que parfois, je suis un petit peu impatiente quand les gens passent trop de temps sur des ordinateurs ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur ton métier qui t'énerve un peu et que tu voudrais rectifier ? À part celle que je disais tout à l'heure, le fait que ce soit thérapeute, c'est pas forcément sérieux. Je dirais celle-là. Et en fait, il y a quand même une idée reçue, mais c'est pas réservé aux thérapeutes, hein, c'est aussi tous les psys. C'est les gens qui disent on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous aider. Pour ces personnes, souvent, c'est un aveu de faiblesse, en fait, de venir voir un thérapeute. Alors qu'au contraire, ce que je disais tout à l'heure, il faut un courage immense pour faire cette démarche. Donc voilà, c'est un peu cette idée reçue qui, même si ça évolue, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour aller bien. Et tu penses que c'est plus masculin, ça, cette attitude ? J'ai entendu des femmes le dire aussi. Oui, c'est peut-être quand même plus masculin. Ok. Sylvie, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt ? J'aime beaucoup écrire. J'écris beaucoup. Voilà. C'est une thérapie ? Ah bon, ça c'est évident. C'est évident que l'écriture est thérapeutique. Donc, pour mon travail, je fais des articles que je mets en ligne parce que tout le monde n'a pas les moyens de venir faire une thérapie. Hein. C'est quand même 45 € de l'heure, 65 pour un couple. Donc, je mets des conseils en ligne. Bon, il y en a plein d'autres qui le font. Mais voilà, pour moi, c'est important de... Voilà, par exemple, un article, je m'en sors pas avec mon enfant ou des choses comme ça. Parce que ça me paraît important d'être proche des gens, même qui viennent pas. Et effectivement, l'écriture, c'est thérapeutique. J'aime bien écrire. J'ai participé à une écriture collective, là, l'hiver dernier. On a écrit un cadavre exquis. Et j'ai écrit un récit, là, que je suis en train de réfléchir, peut-être à éditer. On va voir. C'est un roman ? C'est un récit qui est assez biographique. Et voilà, j'ai perdu mon père l'année dernière, qui était quelqu'un... Mes parents étaient des gens formidables. Et voilà, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est thérapeutique, c'est sûr. Mais comme j'aime écrire, je fais en sorte que c'est pas que pour moi. Je l'ai écrit pour mes enfants, pour ma famille, etc. Et voilà. Et puis, comme des fois je mets des textes, je propose des textes à droite, à gauche. Voilà, il y a des gens qui attendent un petit peu cet écrit. Donc voilà, ça c'est un grand passe-temps. J'adore faire du jardin. J'aime beaucoup aller me balader en forêt. Évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir tous les enfants à la maison, mais ils sont tous grands, donc quand ils sont tous là, c'est magique. Voilà, après j'aime bien rire. Et le récit, tu as écrit tous les jours ? Ah oui, de toute façon, on est obligé, si on veut faire quelque chose qui ait du sens, c'est quelque chose de long, en fait. Ouais. La mémoire, voilà, s'il faut tout relire à chaque fois, donc on est obligé de s'imposer une écriture rapprochée, ouais. Là, c'est fini. Ouais. C'est fini, relu, corrigé. Il n'y a plus qu'à voir ce qu'on va en faire. D'accord. Et en parlant de lecture et de livres, il y a un livre que tu pourrais nous partager ? Je m'attendais à cette question et je me suis dit soit je la prépare, soit je la prépare pas. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Il y a tellement de livres qui sont bien... En ce moment, je suis en train de lire un roman historique là, de Ken Maria Van Damme, qui est un vieux roman. Mais bon, si on veut donner un titre de livre qui irait un peu dans la lignée de l'interview, je pense que c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Voilà, moi, Laurent Gounel, je trouve que ça se lit bien et il y a plein de messages philosophiques, de bien-être, etc. L'homme qui voulait être heureux de Gounel. D'accord, je mettrai le lien sur la page Facebook. Pour finir, est-ce qu'il y a des mots de sagesse, une maxime ou une citation que tu aimes bien, toi ? Moi, j'aime bien de Fournier ne compte pas la récolte dans ta journée à ce que tu as récolté. C'est pas tout à fait ça la phrase, mais plutôt aux graines que tu as semées. Mais voilà, ne regarde pas la récolte à ce que tu as obtenu dans ta journée, mais plutôt aux graines que tu as semées. Et quand les gens viennent en thérapie, pour moi, c'est une graine ou un bulbe qui plante. Et je le dis toujours, c'est long, il faut du temps, il faut du soleil, il faut de l'eau. Enfin, ça marche pas tout seul, quoi. La vie, c'est un mélange savant de tout ça.
qui fait que ça va fleurir ou pas. Et ça s'entretient, quoi. Voilà. D'accord. On n'a pas parlé du centre d'intérêt de la musique, Sylvie? Oui, j'aime bien la musique. J'ai fait beaucoup de piano quand j'étais petite. Voilà, il m'arrive d'en faire un peu. Ça fait partie des choses qui détendent. Et puis de la guitare. J'avais toujours ma guitare dans ma classe. Je trouvais que c'était un bon médiateur, surtout pour les enfants qui n'osaient pas trop chanter. Voilà, j'aime bien la musique. J'aime beaucoup en écouter. J'ai mes filles qui avaient créé une comédie musicale à Garixté il y a 4-5 ans. C'était génial. Enfin, voilà, c'est super la musique. Ça a un côté thérapie, la musique? Bien sûr. Vous écoutez la musique de Pachelbel, vous pouvez être sûr que pour des raisons pratiquement physiques, musicalement, c'est apaisant. Le canon de Pachelbel est réputé parce qu'il y a la ligne mélodique qui revient, c'est toujours la même chose, à des intervalles réguliers. C'est une musique qui va vous apaiser. Moi, je suis au ukulélé, je ne suis pas à la guitare. Mais... Ah, mais c'est cool. Il est trop bien, le générique de l'émission. C'est gentil. Dernière question. Quel est, selon toi, l'endroit le plus, apaisant ou que tu préfères, en tout cas? Alors, ça peut être une ville, un resto, une place, un musée, non? Oui, ça serait bien de dire un musée. Mais c'est comme tu veux. Mais ça ne va pas être ça. Alors, il y a un endroit, en plus, qui me rattache à mon enfance, parce que nos parents nous emmenaient faire de l'escalade là-bas. C'est le rocher de la Dube à Mérigny. Quand vous êtes tout en haut du rocher, c'est dans l'Indre, hein, à Mérigny, bien sûr, il y a une vue sur la vallée de l'Anglin qui est... on se croit presque plus dans l'Indre. Ce petit coin-là de l'Indre est vraiment très apaisant. En plus, en bas, il y a une source. Alors, je trouve que les sources, c'est super. Si j'ai le droit à un deuxième. Oui, bien sûr. T'es chez toi. Je dirais justement la source, la fontaine dans la Brenne. J'aime beaucoup la Brenne. Dans la forêt, la chapelle Saint-Sulpice. Donc, c'est un tout petit endroit très... très agréable, et au bout de la clairière, au milieu de la forêt, il y a une chapelle en plus là qui a été un petit peu rénovée, avec de l'eau qui surgit de la terre, et je trouve ça fascinant, moi, ces sources. Il y a de l'eau qui arrive sans cesse, de l'eau pure, potable, et certains parfois leur attribuent des vertus, mais cette eau pure et naturelle qui arrive des sources, c'est magique. Mille merci, Sylvie. Merci Stéphane, et voilà, c'est fini, ouf. À bientôt. À bientôt, au revoir. Hello, j'espère que vous avez apprécié cette belle discussion avec Sylvie Etiève. Vous pouvez retrouver les liens de l'émission sur Facebook, avec pour chaque épisode les liens des sujets évoqués par chaque invité. Même chose avec Instagram, où vous retrouverez plus de photos. Je compte sur vous pour le financement participatif évoqué en début d'épisode, et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un invité. Portez-vous bien.